Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Emmanuelle Bertrand. Alors bonjour Emmanuelle. Bonjour Jeanne et bonjour à tous. Et merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour m'entretenir avec toi à propos de ta carrière. Avec grand plaisir. Alors, du coup, Emmanuelle, toi, tu es vraiment une musicienne aux multiples facettes. Tu as fait plein de choses. On va parler de tout un tas de choses très intéressantes. Mais on va commencer par le début. J'aimerais bien te poser cette question de savoir comment est-ce que tu as démarré le violoncelle ? Alors, j'ai pas vraiment choisi le violoncelle. Je dirais qu'on l'a un peu choisi pour moi. Étant petite, je rêvais de jouer de la harpe, comme de nombreuses petites filles, parce que c'est un instrument qui a quelque chose d'un petit peu magique. Et ma grande sœur, Florence, jouait du hautbois. Jérôme, mon grand frère, était déjà contrebassiste. Et finalement, c'est Florence qui m'a dit « Mais la harpe, ça fait mal aux doigts. Tu ferais mieux de faire du violoncelle. » Alors voilà. Bon, inutile de dire que comment dire, je me suis un petit peu fait rouler parce que le violoncelle, ça fait aussi mal aux doigts. Hein, je ne t'apprends rien, Jeanne, et notamment quand on fait des pizzas. Mais le fait est que j'ai grandi avec cet instrument et surtout j'ai grandi avec son répertoire. Et puis ça m'a permis de jouer avec les autres et ça, c'était quelque chose qui a été vraiment, je pense, très important dans mon apprentissage et dans mon enfance. Et donc je ne l'ai pas choisi, mais j'ai choisi de le garder en revanche. Alors, quel était ton premier professeur ? Alors, j'ai grandi dans la région de Saint-Étienne, dans la Loire. J'étais donc élève au conservatoire à Saint-Étienne et mon premier professeur, ça a été Marie-Thérèse Heurtier, voilà, qui a été mon professeur de 7 ans à 14 ans quand je suis rentrée à Lyon, au conservatoire supérieur. Et Marie-Thérèse avait été l'élève de Maurice Maréchal, comme Jean Deplace, que j'ai rejoint donc à Lyon en 1988. Et comme Alain Meunier, qui était aussi mon professeur de musique de chambre à Lyon, puis à Paris. Voilà, donc il y avait déjà, un peu par hasard au début, sans doute, mais il y avait déjà ce lien dès l'origine que j'ai constaté seulement plus tard, parce que, évidemment, quand on débute un instrument à 7 ans, on ne demande pas à son professeur avec qui il a été formé, mais ça a sans doute compté dans le fait que je revienne à Maréchal plus tard dans mon parcours. Et du coup, par rapport à tes frères et sœurs qui jouaient déjà de la musique, tu as grandi en fait entourée de musique ? Oui, parce que je suis arrivée quand même quelques années après eux. Et bien que nos parents n'aient pas du tout été musiciens, en tout cas absolument pas dans une perspective professionnelle, ils ont créé le contexte favorable pour qu'on puisse entamer ce parcours. Alors sans stratégie aucune, c'était vraiment pour notre épanouissement personnel. Mais il se trouve que on a été quand même tous mordus et puis soutenus aussi parce que pour les parents, surtout quand ils ne sont pas du tout dans ce domaine-là, c'est beaucoup d'efforts d'accompagner pour les concerts, pour les stages, pour les cours, d'accueillir aussi beaucoup les amis musiciens. C'est vrai que la maison chez mes parents a toujours été très très ouverte et on a toujours eu cette joie de partager la musique en nombre et de pouvoir venir avec les musiciens avec lesquels on avait envie de vivre des choses et de monter des projets. Donc oui, la musique était très présente et en même temps on est une première génération de musiciens et on est tous les trois devenus musiciens professionnels et maintenant il y a une grande famille de musiciens, c'est assez étonnant. Donc, quand tu es rentrée au conservatoire de Lyon à 14 ans, c'est le CNSM de Lyon, du coup, c'est déjà une école supérieure, donc tu es rentrée très jeune. Tu savais déjà à cet âge-là que tu voulais devenir musicienne ? Alors c'est vite devenu quelque chose qui était presque, le mot est un peu galvaudé, mais c'était un rêve, ou tout au moins un désir, un espoir. Étant donné que je n'avais pas de référence dans mon entourage proche, je n'avais pas de possibilité de me mesurer à un autre parcours et de savoir si c'était accessible. Donc en réalité, je n'ai pas eu réellement le temps de me poser la question. J'ai accueilli ça comme un cadeau. Enfin, c'était extraordinaire. Ça a été une grande chance aussi de ne pas avoir à se questionner, que finalement les choses... J'ai évidemment bénéficié de l'expérience de Jérôme et Florence,
Voilà, parce qu'on est rentré en même temps au conservatoire à Lyon. Florence était à Paris, elle, en musicologie. Elle était oboïste, mais elle avait choisi cette voie de l'érudition. Et c'était d'ailleurs très précieux parce qu'elle a toujours su faire le lien entre le monde de la pratique instrumentale, de l'interprétation, et puis celui de la recherche. Et ça aussi, ça a eu une incidence nécessairement dans certains choix que j'ai pu faire. Et d'avoir ce lien-là avec un monde qui parfois est un tout petit peu déconnecté, un peu trop déconnecté du nôtre. Mais je crois que des deux côtés, on travaille aussi pour que les choses changent, parce que c'est vital pour notre corporation, pour son épanouissement, pour qu'elle continue à se renouveler, à se ressourcer. Donc voilà, ça a été un chemin un petit peu tracé de lui-même, parce que les choses sont allées relativement vite et que j'ai été bien entourée. Je pense dans mon enfance, j'ai aussi bénéficié de la création des classes à horaires aménagés. Quand j'entrais en 6e, c'était la première classe à horaires aménagés qui a été créée à Saint-Étienne. Et ça a été vraiment déterminant, je pense, parce que du coup, j'avais du temps, et puis j'avais une maman qui était à la maison et qui tous les jours me disait « Emmanuelle, va travailler ton violoncelle ». Et donc, j'avais pas le choix. Elle était là, donc j'ai travaillé, oui. Et évidemment, le travail compte. Bah oui, on n'a rien sans ça, et je pense qu'avec un parcours scolaire plus classique, ça aurait été sans doute plus long. Et du coup, quand tu es rentrée au Conservatoire de Lyon à 14 ans, il y avait beaucoup d'autres jeunes filles de ton âge au Conservatoire ou... Alors en fait, pour rentrer à 14 ans à Lyon, en tout cas à cette époque, on était en 1988, il fallait une dérogation, parce qu'on n'avait pas le droit on n'avait pas accès au concours avant 16 ans, et la limite d'âge était 30 ans. Alors, j'ai jamais connu qui que ce soit qui est près de 30 ans qui passe encore le filtre du concours d'entrée, qui reste extrêmement sélectif. Mais bon, je pense que l'idée à la création du conservatoire, qui était encore assez récente, c'était d'offrir un espace à tous les candidats qui n'étaient plus en âge d'entrer à Paris, parce que c'était 21 ou 22 ans à Paris. Et donc, on y arrive très, très vite, hein, surtout quand on va à l'école normalement, qu'on commence vraiment à se consacrer à ses études supérieures ou à leur préparation après le bac. Donc finalement, le contexte à Lyon était assez différent. C'était un choix que j'avais fait à l'époque, parce qu'il y avait Jean Deplace qui enseignait là, et que j'avais... dès le départ, senti comme un appel, quelque chose, dans les premiers cours que j'avais pris avec lui, les premiers concerts que j'avais pu écouter à Saint-Étienne. Il était d'origine stéphanoise, donc il y avait ce lien-là aussi. Et c'était vraiment un choix d'aller dans cette maison-là, à ce moment-là, plutôt qu'à Paris, que j'ai rejoint plus tard dans la classe de Philippe Muller pour le perfectionnement. Et finalement, je me retrouvais dans un environnement où effectivement tous les autres étudiants avaient une moyenne d'âge significativement plus élevée. En même temps, ce n'était pas vraiment une exception, parce que peu de temps avant que j'entre au conservatoire, était sortie de la même classe Anne Gastinel, qui, elle, était entrée à 12 ans quand même au conservatoire. Ah oui. Voilà, dont les deux parents enseignaient au CNSM à Lyon. Et donc, voilà, du coup, ça passait assez inaperçu d'entrer à 14 ans, parce que Anne, c'était un tel phénomène. Et j'ai eu une scolarité très tranquille avec ça. Je veux dire, il y avait beaucoup de bienveillance, mais il n'y avait pas ce coup de projecteur qu'on peut mettre aussi dans certains contextes sur une jeunesse ou des promesses. Voilà, il y avait quelque chose de très serein autour de ça. Et puis la sérénité de Jean Deplace aussi, je pense, a beaucoup participé au fait que j'ai accueilli les choses sans trop me poser de questions. Et puis j'ai mené les études sur les deux fronts jusqu'au baccalauréat. J'étais en cours par correspondance. Et ma foi, je crois que chacun s'est adapté pour que ça se passe au mieux. Et comment était l'enseignement de Jean Deplace ? Alors Jean Deplace, c'est quelqu'un qui parlait peu. Moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément apporté, peut-être autant par le musicien qu'il était, par la personne qu'il était sans même parler de musique, que parce qu'il a pu me transmettre concrètement en termes de violoncelle. Je crois que son enseignement, aussi parce que j'avais cet âge-là sans doute, est passé par des choses beaucoup plus
générale et beaucoup plus fondatrice que ça. Il parlait peu. Parfois, il avait ce sourire dans les yeux, c'est-à-dire on voyait presque rien bouger, mais on voyait l'œil qui brille. Et puis il avait cette sonorité incroyable. Et quand il attrapait son violoncelle en cours, voilà, je me souviens quand on travaillait Kodály, quand on travaillait la symphonie concertante, le concerto de Schumann, il jouait ça, mais comme s'il l'avait joué la semaine précédente en concert. C'était vraiment très impressionnant. C'était vraiment un grand violoncelliste. Et ça m'a donné un souffle. Voilà, il y avait je dirais pas un modèle parce que j'ai jamais cherché à imiter, mais probablement qu'il y a quelque chose qui se fait un peu inconsciemment aussi, surtout quand on est jeune. Mais il y avait comme ça un souffle, voilà, quelque chose. Et puis aussi une façon de jamais considérer que les choses sont un problème. Il y avait une forme de sérénité. C'est vraiment un terme qui me vient. Et j'avais eu quelques expériences parallèles à mon parcours à Saint-Étienne, voilà, où on parlait beaucoup de technique, aussi avec la technique Navarra, le petit doigt sur la pastille, des choses comme ça, où il faut faire 6 mois de corde à vide. Et ça, mais ça avait tellement été quelque chose de comment dire, qui cadrait absolument pas avec mon fonctionnement plutôt instinctif. Et moi, il fallait qu'on me parle de musique, il fallait que j'ai envie de jouer. Et ma foi, le travail, je le faisais bien volontiers à cette condition-là. Mais d'inverser les choses et de mettre l'instrumental au premier plan, moi, c'est quelque chose sur quoi je m'appuie vraiment dans l'enseignement aussi, parce que je pense que la musique, c'est ce qui nous donne vraiment l'élan, la force, l'énergie de faire toutes les concessions nécessaires pour arriver au résultat qu'on a envie d'entendre. Et d'aborder les choses par un côté plus instrumental, c'est quelque chose qui, au fond, ne m'a jamais enthousiasmée. Et donc, en ce sens, je pense que l'enseignement de Jean était quelque chose de très sain et de très constructif pour moi, parce que on parlait de technique s'il y avait un problème. Mais quand ça marchait bien, on s'intéressait à d'autres choses. Et donc, à l'issue de ton apprentissage avec Jean, tu as déménagé à Paris, donc tu le disais à l'instant, pour travailler avec Philippe Muller. Oui, alors à 18 ans, parce qu'à ce moment-là, le cursus à Lyon était de 4 ans, alors qu'il était de 3 ans à Paris. Généralement, il y avait toujours des aménagements possibles, mais c'était la norme. Et donc, en fait, au moment où j'ai choisi d'aller à Lyon, j'avais choisi de ne pas passer le 2e tour à Paris, parce que, voilà, entre-temps, il y avait eu les 2 tours à Lyon. J'étais prise, c'était aussi une solution plus simple sur le plan de la gestion de la famille aussi, parce que Saint-Étienne est tout près de Lyon, parce que, voilà, avec mon frère Jérôme, on allait ensemble au conservatoire. Enfin, c'était toute une dynamique qui était autour de ça, qui n'était pas les raisons de mon choix à titre personnel, mais qui était bien commode pour ma famille. Et donc, à 18 ans, c'est le grand départ à Paris. Et c'est alors l'arrivée, le travail avec Philippe, on avait discuté de ça dès mon entrée à Lyon, en fait, la perspective que je rejoigne sa classe après mon cursus à Lyon, en 3e cycle, comme l'avait fait Anne d'ailleurs. Et puis il y avait une émulation dans la classe de Philippe qui était absolument incroyable. Donc il y avait ce cocon à Lyon, et puis tout à coup c'était un fourmillement de... je me souviens que je suis arrivée à Paris à la rentrée scolaire qui suivait le concours Rostropovitch, où Xavier Philippe et Anne Gastinel avaient eu ex aequo le 3e prix. Raphaël Pidou était déjà parti avec Marc Copé, ils étaient chez Starker à Bloomington. Enfin, c'est toute cette génération-là qui était en même temps au conservatoire. Et donc moi, j'arrivais de Lyon qui était un peu coupée de toute cette animation et aussi de cette émulation. Et j'ai découvert un monde complètement nouveau pour moi. Et c'était très, très enrichissant. Et puis c'était le bon moment, je pense aussi, pour me confronter à ça, pour me rendre compte que voilà, il y a aussi toute cette dimension-là de préparation de concours internationaux, de promotion. Vous savez, chaque année, il y a une promotion de nouveaux musiciens qui sortent du conservatoire. Et à Lyon, on était très peu nombreux par rapport à ça. Et puis, il y avait la bienveillance de Philippe Muller, parce que ça, je garde une grande reconnaissance
du fait que la première année, en 3e cycle, j'avais passé le concours d'entrée en quatuor et le concours d'entrée en violoncelle. J'arrivais de Lyon, il y avait tous ceux qui étaient sortis de Paris qui se présentaient aussi, il y avait très peu de place, et cette année-là, je suis entrée en quatuor à cordes, on travaillait 6 heures par jour pendant la préparation, et puis je ne suis pas rentrée en violoncelle, et Philippe m'a dit, mais tu es dans la maison, et tu vas venir travailler régulièrement avec moi, et puis tu repasseras le concours l'année prochaine. Et même si je l'ai peu vu cette année-là, parce que il était tellement demandé que je me sentais un petit peu mal à l'aise à l'idée de solliciter trop de son temps, ça a été aussi une marque de confiance qui m'a donné l'élan de repasser le concours et d'entrer dans sa classe cette fois. Voilà. Et c'est vrai qu'en venant de Lyon, c'était quand même quelque chose qui n'était pas commun que d'intégrer le 3e cycle à Paris. Et ça a été 2 années absolument passionnantes à ses côtés. Que t'a apporté Philippe Muller par rapport à là où tu en étais après avoir étudié avec Jean Deplace? Qu'est-ce que ça a été pour toi cet apprentissage avec lui? Ça a été un apprentissage de l'exigence, de la prise de conscience aussi de chaque chose, puisque jusque-là, j'avais été plus dans un rapport presque inné, j'ai envie de dire, assez instinctif, d'avoir une idée du son, une idée d'exprimer quelque chose. Et là j'ai appris, oui, je dirais, cultiver l'exigence, aussi un travail de répertoire. Enfin, je me souviens, on avait 2 heures de cours chaque semaine en 3e cycle, et chaque semaine, il fallait amener une étude nouvelle et de quoi alimenter ces 2 heures de cours. Donc ces 2 années durant lesquelles j'ai appris énormément de répertoire. Et puis c'était aussi les 2 années durant lesquelles j'ai préparé des concours, et on était une espèce d'écurie là comme ça, à tous être dans les préparations de concours en même temps, et c'était très excitant, évidemment. Après, moi je n'ai jamais aimé les concours. J'aime la scène, j'aime le partage. Je trouve que on ne focalise pas forcément sur les mêmes choses quand on est en compétition. Mais je dois dire que ça a été une école extraordinaire, en tout cas, pour acquérir des outils pour ensuite avoir la possibilité de vivre dans le métier et de devenir autonome dans le travail, dans des choix de répertoire. Mais à t'entendre, on a l'impression que toute cette compétition t'a vraiment encouragée, émulée, et pas du tout brimée ou contrainte, ou fait peur ou quelque chose comme ça. Donc on sent que tu étais vraiment dans une ouverture, toujours dans le côté positif de tout ça. En fait, je ne crois pas l'avoir jamais vécu comme une compétition. D'abord parce que, encore une fois, je n'avais jamais rien projeté, puisque je ne m'étais pas vraiment posé de questions. Je ne me suis jamais dit, je veux devenir soliste, je veux jouer tous les concertos, ou je faisais du quatuor à cordes. À ce moment-là, je pensais que ce serait ma vie, mais vraiment, quand ça s'est arrêté, ça a été une grande épreuve. Et moi, je voulais juste faire de la musique, en fait. Et je pense que sincèrement, j'aurais adoré être dans un orchestre aussi. Jean Deplace m'avait transmis cette passion de l'orchestre. Il était super soliste à Strasbourg. C'était un des plus beaux pupitres de violoncelle qui soit. À l'époque, on les entendait. Il y avait même des concerts retransmis à la télévision à des heures où on pouvait encore les entendre. Et voilà, c'était cet amour du métier, en fait, dans toutes ses dimensions. Alors c'est vrai que c'était peut-être une différence par rapport au monde dans lequel j'arrivais là. Je dirais que la perception de ceux qui m'entouraient était sans doute différente. Mais moi, elle était celle-là. Donc la pression, c'était pas facile. Il fallait donner son meilleur. Fallait pas démériter. Il fallait sans cesse montrer qu'on n'était pas là par erreur. Bien sûr, mais pour moi, c'était pas de la compétition, parce que je me disais pas, je veux arriver devant un tel ou faire mieux que lui ou elle. Non, c'était de toute manière, oui, j'ai probablement eu cette chance que de pouvoir prendre les choses avec une certaine ouverture, et de considérer que c'était une chance. Donc en fait, tu as terminé tout ton cursus au conservatoire, tu devais avoir autour de 21-22 ans, c'est ça? Oui, j'avais 21 ans, je pense. Donc tu avais tout fini, toutes tes études, 21 ans, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Oui, c'est une bonne question. Alors,
quand même, le troisième cycle est conçu pour créer cette passerelle entre les études et la vie professionnelle. Donc on commence à jouer. Il y a eu certaines rencontres qui ont été déterminantes. Je dirais qu'une des premières, c'était Patrice Fontana-Rosa, qui était au concours d'entrée quand je suis entrée en troisième cycle, et qui était alors dans le comité de la fondation. Alors à l'époque, c'était la fondation Crédit National, qui ensuite est devenue Natexis, et qui est maintenant la Fondation Banque Populaire. Et donc, voilà, il m'a permis d'entrer, d'être lauréate de cette fondation, de concourir. Et ça a été vraiment déterminant parce que ça m'a mis en réseau avec déjà beaucoup de musiciens de ma génération que je ne connaissais pas venant de Lyon. Eux se connaissaient tous, mais moi j'arrivais. Et puis d'être parrainée par des musiciens formidables et très généreux. Patrice au premier plan, Marielle Nordman, Bruno Rigouteau. Voilà, de rencontrer des partenaires avec lesquels j'ai joué durant longtemps, que je retrouve encore toujours avec plaisir. Et puis, durant ces 2 années, et avec l'appui le soutien de la Fondation, j'ai pu monter des projets. Et alors, il y a eu un premier disque avec des concertos avec l'orchestre de Monte-Carlo, avec Lalo et Schumann. Et là, j'étais encore très soutenue et accompagnée par Philippe dans la préparation. J'avais fini le troisième cycle, je me souviens, mais je continuais toujours à aller lui jouer mes programmes avant les grandes échéances, parce que c'était tellement important d'avoir cette forme de validation, quoi, voilà, c'est vraiment on est à cette charnière entre la formation et les débuts professionnels. Donc on a du mal à lâcher la main. Et ça a duré voilà, quelques temps. Et puis il y a eu ce deuxième projet qui lui a été vraiment déterminant pour la suite, qui était d'enregistrer un programme avec des œuvres pour violoncelle seul que j'avais rassemblées, et notamment les strophes sur le Nonzarer de Dutilleux. Et à ce moment-là, alors j'avais commencé à travailler les strophes quand j'avais une quinzaine d'années. Donc c'était dans ma vie depuis longtemps, en fait. À l'échelle de ma vie, c'était vraiment une part très importante, et c'était une part majoritaire de ma formation, en fait. J'avais commencé à travailler les strophes en même temps que la troisième suite de Bach et le concerto de Schumann. C'était à Lyon. Je me souviens très bien de cette période, ce programme, et comment dire, de tout le champ de questions et d'émerveillement, mais de questions que ça avait pu générer. C'était la première fois que j'essayais de faire sonner le violoncelle autrement que ce qu'on m'avait appris à mes débuts. Il n'y avait plus vraiment de modèle, là. C'était un monde sonore qui s'ouvrait et qu'il fallait créer, presque. Donc c'est une œuvre qui a été vraiment très importante dans mon développement. Et au moment de l'enregistrer, ça paraissait inconcevable de ne pas aller travailler avec Henri Dutilleux, parce que de la même manière que j'avais encore besoin d'aller jouer un programme à Philippe Muller avant de passer en studio, ben, l'idée de fixer les strophes sans avoir résolu, sans avoir répondu à ce grand nombre de questions que j'avais additionnées au fil des années, je me sentais entravée par quelque chose. Et c'est Philippe qui a fait la connexion avec Henri Dutilleux à ce moment-là, parce que lui avait créé une partie des strophes et puis travaillé avec lui. Et donc j'ai écrit à Henri Dutilleux en lui demandant s'il accepterait de me recevoir pour que je lui pose ces questions, que je lui joue les strophes et que je lui pose ces questions. Et bon, évidemment, pour moi, c'était du même ordre que d'écrire à Bach ou Schumann. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais j'étais très impressionnée, à tel point que je n'avais pas mis mon numéro de téléphone, parce que je voulais surtout pas qu'il m'appelle. Je me disais, il va me répondre, je savais qu'il écrivait. Et voilà, c'était le tout début des portables, et à un moment donné, j'étais dans le hall du conservatoire du CNSM, à la Villette, qui était encore toute neuve, hein, ça venait d'ouvrir, et mon téléphone sonne, et c'était Henri Dutilleux. Et alors là, vous savez, c'est comme dans les films, le temps se fige, on a l'impression d'avoir un arrêt sur image, et c'était assez surréaliste d'entendre sa voix, sa simplicité incroyable. Enfin, c'était vraiment quelqu'un comment dire, qui avait un savoir-vivre, une élégance, qui laissait parler, qui écoutait,
Et donc il me dit, je serais ravie de vous recevoir, on prend rendez-vous et je viens lui jouer les strophes. Et j'ai pu poser toutes ces questions, et, parce que bon, sur l'édition imprimée, ce sont les doigtés, les coups d'archet de Rostropovitch. Et évidemment, c'est très bien pensé. Mais tout le monde n'a pas la main de Rostropovitch ou son rapport à la sonorité. Enfin, voilà, il y a toujours de la signature. Je trouve tout ce qu'on travaille qui est passé entre ses mains garde la griffe de son charisme d'interprète. Comment est-ce qu'on percevrait Shostakovich sans la version? C'est un peu comme Elgar sans Jacqueline Dupré. Enfin, voilà, il y a quelques œuvres comme ça qui gardent cette empreinte. Et pour moi, je le comprends maintenant, je sais l'analyser aujourd'hui. C'était pas aussi clair dans mon esprit, mais il y avait quelque chose qui tenait vraiment à la nécessité de revenir à la source et de ne pas passer par ce prisme-là, pour avoir une forme de légitimité à dire les choses. Voilà. Et donc, c'est ce qui a été réalisable grâce à ces entrevues qui ensuite sont devenues, enfin voilà, jusqu'à la fin de sa vie, je suis restée en lien avec Henri Dutilleux. Il était là quand j'ai joué pour la première fois Tout un monde lointain. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui m'a fait grandir, qui m'a donné une forme de liberté, parce que en plus, je me souviens très bien, il accueillait volontiers les musiciens. J'avais assisté même à une répétition à Radio France avec un quatuor à cordes où je sentais que tout était très très tendu parce qu'il n'était pas satisfait. Et plusieurs personnes m'avaient dit, mais tu sais, il est très très exigeant, Dutilleux. Sous-entendu, ça ne va pas être facile. Et, bon, j'avais travaillé, mais je ne pouvais pas travailler plus, j'étais vraiment prête. Et finalement, j'étais d'autant plus déconcertée par sa réaction, parce que c'était absolument pas quelqu'un qui allait repousser encore l'exigence, mais au contraire, son message principal, c'était « mais vous êtes dans l'esprit, donc maintenant, prenez toutes les libertés que vous voulez, parce que l'esprit est là ». Et quand on regarde la partition, qu'on voit que parfois il y a 5 indications sur une note, c'est du pointillisme. En fait. Voilà, il sait exactement ce qu'il veut entendre. Donc pour moi, ça balayait complètement ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé vraiment, qu'on a confirmé le texte, ce qui reste le plus important, et c'est vrai pour toutes les musiques, et c'est pour ça que dans sa bouche à lui, ça a été tellement important pour moi dans le rapport à la musique dans sa globalité, c'est que l'esprit est toujours ce qu'on doit garder au premier plan. C'est le point de départ et c'est le point d'arrivée. Il faut refermer cette boucle. Voilà. Et donc Henri Dutilleux est dans mes pensées quasi quotidiennement aussi. Il y a quelques personnes comme ça. Mes professeurs qui ont compté, bien sûr. Jean Deplace n'étant plus là, il est beaucoup dans mon esprit aussi, parce que c'est comme ça qu'on garde aussi. C'est à travers la mémoire. Et puis Henri Dutilleux, oui. Laurent Terzieff aussi, c'est quelqu'un qui n'est plus là, mais qui reste beaucoup dans mes pensées, dans le travail. Ça a été une autre grande rencontre. Le fait d'avoir un autre matériau que la note, d'avoir le verbe, et de se rendre compte qu'on exprime tellement la même chose, autrement. Et finalement, tous ces apports-là étaient des moyens de revenir à quelque chose de plus libre que ce que la pratique instrumentale peut permettre. Et pour moi, c'est vraiment important, parce que je pense que c'est cette quête d'ouverture, de liberté qui rend notre propos accessible. Que quand on focalise sur une hyper-spécialisation, on finit par parler un langage que peu de gens comprennent. Et que la mission du musicien, c'est de rester connecté au monde pour pouvoir lui apporter quelque chose, pour participer à ce socle. C'est de parler un langage qui peut vraiment toucher et que chacun peut entendre, auquel chacun peut s'identifier. Et donc le fait de revenir à des cercles toujours plus larges, bien sûr, il y a l'exigence de la restitution. On est dans quelque chose qui est tellement ciselé, qui est d'une telle
précision, il y a une quête de maîtrise, mais elle doit être au service du sens et de quelque chose de beaucoup plus vaste. Quand je t'écoutais parler de Dutilleux, je me disais, mais c'est vrai quel violoncelliste n'aimerait pas rencontrer Bach pour lui poser des questions, ou Beethoven, ou Schumann. Ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression que de rencontrer un vrai compositeur qui t'a libéré, est-ce que ça t'a aussi donné une autre perspective pour jouer les œuvres plus classiques ? Ah, mais complètement, c'était une forme d'affranchissement en fait. Je l'ai vécu comme ça, au seuil de cet enregistrement, et je crois que ça a été vraiment déterminant pour l'état d'esprit dans lequel j'ai abordé cette étape. Et c'est quelque chose à quoi je reviens inlassablement, parce que c'est un guet-apens qui est là au quotidien, de se dire je dois jouer telle œuvre. Alors on hérite comme ça d'œuvres du répertoire qui sont emblématiques, sur lesquelles il y a des successions de références, d'interprétations. Et tout ça, parfois, c'est chargé, c'est lourd, ça peut finir par brider la démarche. Donc c'est très, très important, c'est un vrai travail d'éclaircissement, de conscience, d'avoir la connaissance, parce qu'évidemment, on ne vient pas de rien, on est forcément l'addition de toutes ces références, on les véhicule, quoi. Mais d'arriver à avoir une forme de clarté sur ce qui vient de la source, ce qui est une forme de culture au fond. On sait qu'on a joué, on prend l'exemple des suites de Bach, voilà, il y a quand même différentes révolutions dans notre rapport à cette musique-là, liées aussi à l'instrument, liées au texte, au fait de travailler sur des sources, de revenir à l'instrumentation d'origine, mais aussi, voilà, moi, dans mon enfance, on parlait par exemple, la référence de Fournier. Bon, ça reste une référence, évidemment, mais on doit essayer de faire le clair entre ce qui est une forme de connaissance et puis ce qui vient vraiment de ce qui est attendu à l'origine, dans l'oreille du compositeur. Et je me posais la question, quelle autre rencontre t'a marqué en tant que jeune violoncelliste au sortir du conservatoire ? Alors, il y a eu beaucoup de rencontres, et ça reste un des privilèges de nos métiers, je trouve, c'est que ça favorise un contact qui va tout de suite en profondeur. Voilà, un musicien qu'on rencontre et avec qui on partage la scène, il n'y a pas de... Il me semble, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de posture possible. En tout cas, évidemment, si c'était le cas, ça ne serait pas ce qui m'intéresse. Je trouve que c'est un des privilèges de notre pratique artistique que de pouvoir aller à l'essentiel, toucher l'essentiel et partager quelque chose qui est d'une intégrité et d'une profondeur absolue avec les partenaires. Donc ça, voilà, je trouve que c'est une des grandes richesses de nos parcours de musiciens et un cadeau de la vie que d'avoir toutes ces rencontres. Maintenant, j'arrive à un âge où je ne suis plus... où je suis de moins en moins souvent la plus jeune dans ces rencontres, parce que ça a été quand même pendant longtemps, et c'est amusant quand je parle avec des amis musiciens qui ont été assez précoces. Il y a ce moment où ça bascule, et maintenant je suis de l'autre côté de la table, je dirais, quand il y a des examens, des concours, mais je garde cette perception-là. Et puis je trouve qu'il n'y a pas d'âge dans nos métiers, justement. Ça m'a frappée. Alors je le ressens plus aujourd'hui, peut-être parce que parce que c'est un moyen de rester un peu plus jeune aussi. Non, je plaisante. Je trouve que quand on joue avec quelqu'un, la musique a aussi cette capacité de gommer complètement le côté générationnel. Absolument. On est accueilli comme dans une forme de compagnonnage par les plus âgés, et puis je me rends bien compte qu'on fait la même chose avec les plus jeunes. Alors, sans doute pas quand on est dans cette situation de transmission du maître à l'élève, mais dès qu'on est sur scène, il n'y a plus cette barrière. Et c'est aussi pour ça que j'adore jouer avec les étudiants, quand
on monte des projets au conservatoire ou dans des festivals. Ça, c'est... Et puis aussi parce que d'autres musiciens ont eu cette générosité envers moi à mes débuts et que j'ai tant appris de ça, parce que c'est quand même de la scène qu'on apprend le plus, je pense. C'est-à-dire, c'est la différence entre la théorie et la pratique. On peut avoir les plus grands maîtres tant qu'on n'est pas jeté dans l'arène pour savoir qu'est-ce qu'il reste de ça. Ce qu'il reste, c'est ce qu'on a vraiment appris. Et puis c'est l'expérience qu'on se forge aussi personnellement. Et voilà, c'est un art vivant, la musique. Donc ça se joue sur scène. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Pascal Amoyel. Là, j'avais 25 ans. Et voilà, ça c'est une collaboration qui dure depuis 24 ans alors. Et c'était quelque chose que j'attendais depuis la fin de mon expérience de quatuor à cordes, qui s'était terminée de manière prématurée à mon goût, parce que vraiment c'est la découverte de ce répertoire. Et puis voilà, c'était une période de la vie aussi où vivre à quatre, c'était une vraie aventure humaine. Et j'étais encore adolescente. Enfin voilà, c'est ces formes d'idéaux qu'on traverse et qui venaient en synchronisation avec la découverte de peut-être ce qui est de plus fascinant comme répertoire pour un musicien, pour un violoncelliste notamment. Et depuis que cette expérience de quatuor s'était arrêtée, j'avais vraiment le désir de créer la même chose sur le répertoire de la sonate, parce que je ressentais déjà quand même cette frustration du côté furtif, éphémère de certains projets. C'est-à-dire après une telle exigence d'aller en profondeur quand on fait du quatuor, on compte jamais les heures. Enfin, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on s'arrête. Et puis c'est pas ce qui compte. On n'est pas dans un... Enfin, en tout cas, la démarche que nous avions à ce moment-là, on était encore étudiants, c'était pas une démarche de productivité, c'était vraiment une démarche de recherche. Et au fond, le fait de monter un concert en 2 répétitions avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, c'était déjà quelque chose d'un petit peu frustrant. Et je me disais que ce répertoire de sonates, d'abord il y avait beaucoup de choses dont je me rendais compte qu'on ne les connaissait pas, que moi je ne les connaissais pas, et que souvent peu de gens les connaissaient. Et qu'il y avait un vrai travail d'exploration et de fond à produire en termes d'interprétation. Donc depuis longtemps, j'espérais rencontrer un pianiste avec qui entamer ce travail-là. Et puis voilà, j'ai été invitée au domaine de l'après. C'était les rencontres de l'après. Et j'étais invitée par Nicolas Bacri, qui m'avait dédié sa 4e suite, qui était sur le disque dont je parlais tout à l'heure, avec les strophes de Dutilleux. Ça, c'était aussi une rencontre très importante. Nicolas Bacri étant le premier compositeur qui a écrit pour moi. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Puis elle est absolument magnifique, cette suite. J'ai beaucoup vécu avec, et c'est une musique que j'aime infiniment. Et donc j'étais invitée par Nicolas à l'après pour jouer sa suite, et puis pour jouer avec d'autres musiciens, puisque c'était des rencontres de musiciens. Et très tôt, peut-être le premier soir ou le deuxième soir, je ne sais plus, j'entends Pascal. Je connaissais son nom, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et je l'entends dans la musique d'Olivier Greff. Olivier Greff, qui était un très très grand compositeur du XXe siècle, qui est mort en l'an 2000 à l'âge de 50 ans, prématurément. Et Pascal jouait la sonate de guerre d'Olivier Greff, qui est une œuvre absolument écrasante. Enfin, c'est une œuvre terrible. Je ne sais même pas si je peux dire que c'est beau, parce que voilà, quels sont les critères du beau? En tout cas, on ne ressort pas indemne. J'ai été complètement emportée par l'œuvre et par l'interprétation de Pascal. C'était à la fois la découverte de cette œuvre, mais je connaissais la musique d'Olivier, donc ce n'était pas une surprise, parce que je savais qu'il y avait cette force, cette puissance terrible. Le sujet, évidemment, la sonate de guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et Olivier, dont les parents étaient rescapés d'Auschwitz, donc c'était d'une densité assez terrifiante. Et puis il y avait l'interprétation de Pascal qui m'est tombée sur la tête. Enfin, c'était... J'étais vraiment sonnée après son concert, et
et à tel point que je me disais, mais en fait, si... Et puis après, je l'ai entendu dans d'autres œuvres, peut-être pas dans le même concert, mais dans la même journée ou le lendemain. Je me disais, mais si je pouvais jouer du piano, si j'étais capable je crois que c'est exactement ce que je voudrais exprimer. Il y avait aussi quelque chose d'une intégrité, d'une sincérité qui était sans concession. Moi, je sortais de cette période de perfectionnement où justement j'avais beaucoup plus focalisé sur l'instrumental parce qu'il y avait toute cette émulation, il y avait la préparation des concours internationaux, il y avait cette quête de perfection, et c'était une étape tellement importante dans le parcours que d'aller le plus loin possible dans cette dimension-là. Mais finalement, là, je prenais en pleine face que j'avais quand même focalisé sur quelque chose qui était vraiment un truc de spécialiste, et qu'il y avait une puissance là que j'avais un peu mise de côté. Enfin, c'est l'œuvre aussi, je veux dire, il faut avoir une œuvre qui permette de dire ça. Mais c'était comme un réveil, en fait. Et puis Pascal est venu m'écouter lui aussi tout de suite en concert. Et on a été présentés dans la foulée. Et je crois qu'on a eu mutuellement J'hésite à dire un coup de cœur parce que ça met tout de suite la chose du côté affectif. Et c'était pas du tout le cas. Bon, on va pas faire de suspense. On est mariés avec Pascal. Donc c'est devenu le cas à un moment donné. Mais c'était vraiment pas le sujet, c'était une rencontre artistique, c'était un choc, c'était vraiment un choc cette rencontre. Et tout de suite on a décidé de lire de la musique ensemble, puis on n'avait pas prévu de se rencontrer, donc on n'avait pas de musique. Alors on a demandé autour de nous, puisqu'il y avait plein de musiciens, quelqu'un nous a passé la partition de la sonate mi mineure de Brahms. Donc on est allé s'installer dans une salle pour répéter. Et on a joué les premières mesures, première phrase, avec ses contretemps. Et on s'est arrêté parce que, bref, voilà, il y a ces pas au piano. Il faut sentir ça ensemble. Il y a quelque chose du souffle, du cœur qui bat. Et on s'est arrêté après cette première phrase. Et c'était une telle évidence, sans avoir jamais vraiment parlé, évidemment sans avoir travaillé. Et je me souviens très bien, je me suis dit, mais voilà, alors peut-être on va jouer ensemble pour toujours. Enfin, ça a démarré comme ça. Et alors on a cherché les premiers concerts, on a monté des premiers projets, puis très vite est arrivé pour moi un deuxième projet avec Harmonia Mundi, après ce disque de violoncelle seul. Et on a pu chercher un répertoire sur lequel on n'avait pas de référence. On a enregistré notre premier disque, c'était les pièces de Liszt, l'intégrale des pièces de Liszt pour violoncelle et piano, qui sont des merveilles absolues. C'est à la fois dans les ténèbres et la lumière, enfin c'est... Voilà, et c'était un autre traitement du son, c'était une manière d'oublier aussi tout ce que je savais pour recréer quelque chose que je ne savais pas encore, et puis d'apprendre à jouer Liszt aux côtés de Pascal, qui était un des grands interprètes de Liszt déjà à ses débuts. C'était un beau privilège. Et puis on a enregistré la sonate de Charles Valentin Alcan, la grande sonate de concert, qui est un monument de presque plus de 30 minutes, 35 peut-être, qui est d'une difficulté absolument redoutable, mais c'est une difficulté qui est complètement justifiée par le sens, par ce débordement de romantisme, et cette manière de chanter, et aussi de courir face au final qui est comme une course à l'abîme. Et là, pour le coup, on n'avait pas de référence. C'était le moyen aussi d'avoir une rencontre avec soi-même, dans la mesure où c'était un langage qu'on comprenait, c'était un langage tout à fait romantique, enfin, le contemporain de Liszt, musique française romantique, mais on ne l'avait pas dans l'oreille. Et par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait d'hériter comme ça de l'histoire des œuvres, de l'histoire d'interprétation des œuvres, eh bien, aller vers un répertoire qui nous fait quand même basculer dans le temps. On est dans un voyage temporel, mais avec une forme de candeur, de neutralité, la page blanche. Comment est-ce qu'on vibre, comment est-ce qu'on résonne avec cette musique, sans avoir à réfléchir à revenir à la source, parce qu'on part de la source. Et ça, c'était en fait la convergence de ces démarches de partir de la source, mais aussi de jouer un répertoire, d'essayer de mettre un peu de lumière sur un répertoire
qui était encore peu connue. Bon, cela dit, on la joue toujours pas beaucoup, hein, la sonate d'Alcan. Moi, je la vois pas souvent programmée en concert. Il faut dire que c'est tellement redoutable que nous-mêmes, on la programme si on a plusieurs concerts maintenant. Mais c'est vrai que ça reprend du temps de la monter. De même que la sonate d'Olivier Greff, qu'on a depuis enregistrée, évidemment, sonate pour violoncelle et piano, sonate de Requiem. Ce sont des œuvres avec lesquelles il faut vivre quand même sur plusieurs concerts, et sinon c'est des mois de travail pour une demi-heure de scène. Ça reste, on ne dépasse pas ce cap qui reste un peu frustrant en fait, de laisser vivre l'œuvre et de sentir comment on évolue et comment l'éclairage est différent à chaque concert, parce que c'est ça le but, c'est que ce soit différent à chaque concert. Donc maintenant, tes études sont terminées, tu es lancée avec une carrière déjà florissante, plein de projets. Est-ce que tu avais déjà commencé à enseigner à cette époque? Alors j'ai toujours plus ou moins enseigné, mais même quand j'étais étudiante à Lyon, enfin c'était très, très peu de choses, hein, mais j'avais un ou deux élèves particuliers qui venaient à la maison. Et puis très vite, ensuite, j'ai fait des stages. Il y a eu toute la période de ma vie, pendant une dizaine d'années, où j'étais dans un ensemble qui s'appelle Carpe Diem, avec Jean-Pierre Arnaud, qui était corps anglais solo à l'opéra, enfin, qui avait quitté l'opéra pour créer l'ensemble. Catherine Montier au violon, Marine Pérez à la flûte. Enfin, c'était des années vraiment passionnantes. Ça a pris la suite du quatuor, d'ailleurs. Et puis c'était en même temps que mes autres projets, hein, mais on jouait beaucoup de transcription. Ça a été une richesse pour le répertoire aussi, pour moi, pour connaître un répertoire transcrit, mais du coup un répertoire symphonique, un répertoire d'opéra, qui n'était pas celui que j'avais pas investi plusieurs années pour être en poste quelque part et acquérir ces connaissances-là de l'intérieur. Donc c'était très précieux pour moi. Et donc avec Carpe Diem, on avait des stages d'été, donc pendant toute cette période-là, je n'enseignais pas régulièrement dans l'année, mais j'avais des sessions très intensives comme ça, et j'avais des classes assez chargées d'ailleurs à chaque stage, donc c'était vraiment, vraiment très, très enrichissant même pour moi d'avoir à formuler un propos, à préciser une idée, développer aussi une capacité d'analyse de voilà où sont les points forts, où sont les failles et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour s'appuyer sur les points forts, parce que c'est quand même ça, à mon sens, la bonne voie en pédagogie, c'est pas de focaliser sur les failles, mais d'arriver à les combler presque comment dire, en faisant diversion, en s'appuyant sur des choses qui sont le plus enthousiasmantes. C'est une forme de stratégie en tout cas. Et donc voilà, la pédagogie, ça a toujours été dans ma vie, ça m'a toujours intéressée, ça a toujours été indissociable de ma recherche d'interprète, de ma réflexion d'interprète. Je pense que ça m'a toujours amené à préciser, à donner une forme à des choses qui étaient parfois plus de l'ordre de l'instinct. Et puis à essayer de développer aussi la conscience de qu'est-ce qui est transmission et qu'est-ce qui est recherche, et comment les deux s'entremêlent. Voilà, parce que la transmission, évidemment, comme pour la transmission du répertoire et le fait que chaque œuvre arrive avec un vécu, le rapport à l'instrument et puis notre arbre généalogique. Enfin, moi, j'aime bien penser l'école du violoncelle comme un arbre généalogique, et l'école française du violoncelle qui est tellement riche et dont peut-être la plus grande caractéristique est justement sa diversité. C'est un véritable succès, je trouve. Quand on regarde dans ma génération les différents profils d'interprètes, on a quand même des natures de musiciens qui sont très diversifiées. Et ça, je trouve que c'est vraiment la grande réussite de la génération qui nous a précédés, que d'arriver à développer ça, alors qu'on avait des jeux beaucoup plus marqués, des branches d'école plus identifiables, je dirais, sur la génération précédente. On pouvait dire, voilà, ça c'est un élève de Tortelier, ça c'est un élève de Lavara, ça c'est... Tu vois, Jeanne, tu es violoncelliste, hein, tu comprends ce que je veux dire. Dans des questions de posture, de rapport au son. Et d'ailleurs, c'est probablement aussi une des choses qui m'a touchée dans cette branche sur laquelle je me suis installée assez jeune, qui venait donc de Maurice Maréchal, c'est qu'il n'y avait pas de forme
de, de, comment dire, de standardisation. Enfin, il n'y avait pas de critères d'esthétique à reproduire. C'était plutôt l'idée d'ouverture, même si évidemment le son de Maréchal, le son de Jean Deplace ont sans doute largement participé au fait que j'ai envie de m'installer sur cette branche-là au départ. Et donc voilà, l'enseignement a toujours été là. Et puis à un moment donné, j'ai repris le chemin du conservatoire supérieur à l'invitation de Philippe Bernold, avec qui j'avais énormément joué, et notamment à Lyon. À l'époque, il était soliste à l'Opéra de Lyon quand j'étais étudiante, et on a donné beaucoup de concerts, aussi parce que ma sœur Florence avait créé un festival, le Festival du Plateau Vivarais-Lignon, et une académie de musique qui s'appelait Soufflé, où il y avait ces magnifiques musiciens, mais tous instrumentistes avant, dont Philippe, avec qui donc je jouais depuis que j'étais très jeune. Et donc un jour, Philippe m'a contacté en me disant est-ce que tu veux être mon assistante en musique de chambre au CNSM, parce que la personne qui était sur le poste prenait sa retraite et qu'il trouvait pertinent de constituer un tandem avec un flûtiste et une violoncelliste. Ça permettait d'aborder davantage de formes voilà, dans le répertoire. Donc on est parti comme ça. C'était tellement excitant de revenir de ce côté-là, hein, pour la première fois. Puis je retrouvais là ma sœur aussi qui enseignait l'histoire de la musique, la culture musicale au conservatoire, et dont j'avais fait toutes les classes. Et puis au fond, c'était une maison que j'avais l'impression de ne jamais vraiment avoir quittée, parce qu'il y avait toujours un lien, une répétition, un projet. Voilà. Mais là, je m'y installais vraiment, même pour très peu d'heures, de façon régulière et pérenne. Et puis évidemment, je parlais avec ces jeunes musiciens, parfois en dehors des cours, et notamment avec les violoncellistes. Et je me suis vite rendu compte que quand je leur parlais de Maurice Maréchal, ils ne savaient pas du tout qui il était. Ça m'a sidérée. Alors, je vous parle de quelque chose qui a 15 ans. Hein, donc, depuis, les choses ont changé quand même. Hein. Mais c'était bien avant les commémorations. C'était, voilà, en 2008, 2009, peut-être même un peu avant, je ne sais plus. Et là, pour moi, Maréchal, c'était tellement une lumière. Il avait été là implicitement dans mon parcours à travers plusieurs de ses élèves, et je recoupais des choses assez naturellement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser fuir comme ça la mémoire. Alors, il se trouve qu'il n'a pas de descendance en France, et qu'effectivement rien n'avait été fait pour préserver sa mémoire. Et donc est arrivée cette proposition d'Emmanuel Ondré d'une carte blanche à la Cité de la Musique. Et je lui ai dit tout de suite, je sais que le violoncelle de guerre, alors je vais raconter, hein, mais Maréchal s'était fait faire un violoncelle pendant la Première Guerre mondiale. Il était poilu, il était mobilisé. Et ce violoncelle, j'en connaissais l'existence depuis mon adolescence, parce que tous les élèves de Maréchal racontaient que le poilu, on l'appelle le poilu, que le poilu était dans le coin du salon quand ils allaient prendre un cours particulier chez Maréchal rue Fraissinet. Et donc, je savais que cet instrument, il était au musée de la musique, mais dans la réserve, il n'avait jamais été exposé. Et donc, j'ai proposé cette déclinaison de concert à Emmanuel Ondré, avec une première partie hommage à Maréchal, dont je savais aussi qu'il avait écrit des textes absolument magnifiques sur son expérience à la guerre, et deuxième partie, Quatuor pour la fin du temps de Messiaen, parce que la place et le rôle que prend la musique dans ces situations de guerre est quelque chose qui m'interpelle avec une force irrépressible. C'est un vrai sujet pour moi, peut-être pour essayer de percer certains mystères du monde, de voir à quel point la musique est parfois la seule chose qui rattache quelqu'un à la vie. Voilà, après ces périodes en plus où on nous a bien répété que c'était pas quelque chose d'essentiel, comme on l'a dit pendant le confinement, ces témoignages-là nous montrent au contraire que parfois c'est vraiment la dernière chose qui rattache quelqu'un à la vie. C'était aussi la démarche du premier programme qu'on a coécrit, Pascal Amoyel et moi, sur les témoignages des rescapés, des musiciens rescapés des camps de la mort,
et en l'occurrence d'Auschwitz, le témoignage d'Anita Lasker-Wolfisch, qui était violoncelliste dans le camp des femmes, et puis le témoignage de Simon Lax, qui était violoniste, pianiste et compositeur, chef de l'orchestre du camp des hommes, qui témoignent de façon extrêmement différente parce qu'ils ont vécu la même chose, mais d'une manière très différente. L'une en faisant que, dans toute sa famille, on pratique la musique et qu'il y a des violoncellistes de génération en génération depuis, parce qu'elle a cette conviction que le violoncelle lui a sauvé la vie, que sa pratique de la musique lui a sauvé la vie. Et Simon Lax, lui, en arrêtant quasiment de pratiquer ou de composer après-guerre, parce que la musique est restée indissociable de cette expérience terrible de la déportation. Il a composé encore, hein, mais beaucoup moins. Et donc, voilà, pour moi, le fait d'essayer de mesurer, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas réellement rationaliser, mais comment est-ce qu'on puise cette force dans la musique? Ce qui, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, confirme s'il en était besoin, ce que je ne crois pas, mais que c'est absolument... ça fait partie de l'égalité des chances que de donner l'accès aux plus jeunes, de donner l'accès au concert, au spectacle vivant, et de donner l'accès à la pratique. Parce que même si on constate bien dans les conservatoires, hein, souvent, premier cycle, c'est très fourni, deuxième cycle, un petit peu moins, puis troisième cycle, on commence à avoir vraiment quelques rescapés, parce que c'est difficile à l'adolescence de les garder, parce qu'il y a tellement de sollicitations, et puis que c'est quand même une culture de l'exigence, hein, il faut travailler tous les jours, sinon on n'a pas de résultat, et quand on n'a pas de résultat, on se décourage et on décroche, et c'est ce qui se passe bien souvent. Malgré ça, même si c'est pour décrocher à l'adolescence, je pense que c'est aussi donner un outil auquel on peut revenir plus tard dans la vie. Et que ça, c'est vraiment un cadeau, ça devrait presque être considéré comme indispensable. Ça va d'ailleurs de pair avec la réflexion sur le public, puisque c'est aussi notre mission que de se questionner, non pas parce qu'on veut en vivre et on veut remplir les salles de concert, parce que voilà, faut que les musiciens gagnent leur vie. Non, c'est pas ça à mon sens. C'est que justement la musique peut vraiment changer un éclairage sur la vie, et que il faut donner cet accès-là pour participer au socle, au vivre ensemble. L'émotion qu'on vit dans un concert, elle est comparable à nulle autre, en fait. C'est voilà, cette accélération du battement cardiaque qu'on vit dans les mêmes moments, le fait d'arrêter de respirer, parce que c'est des choses, il n'y a rien qui peut être comparable à ça, je trouve. C'est cette intensité qu'on partage entre la scène et la salle, et qui d'ailleurs est complètement fusionnelle, et puis dans les meilleurs moments, on ne sait pas qui joue, et puis c'est pas le sujet, c'est juste on vit quelque chose ensemble. Voilà, donc ça, donner cet accès, c'est absolument essentiel. Et donc on n'est pas dans une quête dans une démarche élitiste, mais juste dans une démarche de partage du bien. Donc la place et le rôle de la musique dans certains moments vraiment très particuliers de l'histoire, et certains moments absolument terribles de l'histoire, c'est quelque chose qui m'a toujours questionnée. Alors évidemment, le violoncelle de Maréchal, fabriqué à quelques pas des tranchées en 1915, c'était un mystère qu'il fallait que je perce. Il était de l'autre côté de la place, au musée de la musique, et en plus, je me rendais compte qu'on avait complètement oublié Maréchal. Donc j'ai commencé à travailler sur ce projet avec les textes de Maréchal, ces carnets de guerre, d'une telle sincérité, d'une telle simplicité. Alors, il faut bien comprendre que son carnet, c'était son journal intime. C'était pas destiné à être partagé. C'était encore différent de la correspondance. Là, la correspondance, c'est un autre sujet. Il faudrait presque faire une émission seulement sur Maréchal, tellement il y a de choses à dire. Mais la correspondance, c'est à ses parents, donc il y a un filtre déjà. Il mesure ce qu'il dit, il veut les rassurer, il les aime, on sent cet amour débordant. Enfin, c'était vraiment... chaque fois que j'ai rencontré d'anciens élèves de Maréchal, au-delà de mes professeurs, parce que j'avais pas ces connaissances-là à l'époque de mes études, mais
voilà, parfois, je me souviens après certains spectacles, notamment d'une dame qui est arrivée avec tous ses albums, photos avec les classes de Paris, avec sa propre correspondance avec Maréchal, qui la suppliait de ne pas arrêter le violoncelle si elle se mariait, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de filles à l'époque dans les classes. Et je les ai vues sur les photos, mais on ne les voyait pas dans le métier après. C'est-à-dire, elles arrêtaient, elles se mariaient, puis elles arrêtaient. Elles avaient une vie de famille. Bref, donc dans sa correspondance, il rassure sa famille. Mais ses carnets, c'est vraiment ce qu'il ressentait. Il confie son désarroi, il confie son écœurement sur l'absurdité de ce qu'il est en train de vivre. Et puis il confie le fait que c'est tellement dur pour lui de ne plus avoir d'instrument. Il vient de sortir du conservatoire, il démarre... Enfin, la guerre vient faucher un début de carrière très prometteur. Et c'est insoutenable pour lui de ne pas pouvoir jouer. Et c'est comme ça, au fond, qu'on finit par lui fabriquer un violoncelle. Alors il y avait sans doute aussi, parce que Charles Dérouville, qui est historien, a écrit un magnifique livre plus récemment, c'est sorti l'année dernière, sur l'histoire du violoncelle qu'on ne connaissait pas encore. Parce qu'on parle de Maréchal, enfin, moi, modestement de ma place, j'ai essayé de faire en sorte qu'on reparle de lui à travers cette histoire, mais ça n'était pas historiquement documenté, c'était pas une démarche d'historien, c'était une démarche d'interprète. Et donc c'est très précieux ce livre, très joli livre dans la collection du musée de Charles, qui redonne un visage aux deux poilus qui ont fabriqué cet instrument et dont on savait peu de choses, si ce n'est qu'ils sont morts dans la bataille de la Somme quelques semaines après l'avoir livré à Maréchal. Moi, ça aussi, ça restait dans les choses à faire, les listes qu'on peut se faire à l'échelle d'une vie, de se dire un jour je m'occuperai de ça. Et c'est formidable parce que Charles l'a fait et beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire puisque je n'ai pas la formation pour ça. Mais ça restait une vraie question de qui étaient ces gars-là. Est-ce qu'ils ont des descendants? Est-ce que leurs familles ont su ce qu'ils avaient fait? Et donc l'ordre venait sans doute de la hiérarchie de fabriquer un instrument pour Maréchal, mais le fait est que voilà, cet instrument est né avec les moyens du bord, avec des planches récupérées sur des caisses qui avaient été laissées dans les tranchées, des caisses avec le tampon allemand, donc, et puis des morceaux de porte pour le manche. C'était tellement invraisemblable de fabriquer un instrument. On sait que les poilus ont fabriqué énormément d'instruments de musique, ils tuaient le temps comme ça, dans la fabrication de l'objet et puis dans sa pratique ensuite. Mais un instrument de cette qualité-là, qui a été décrit justement par tous ses élèves, qu'il voyait, dont on savait que Maréchal avait passé des consignes pour après sa mort, alors qu'il ne l'a pas fait pour le reste de ses instruments. Enfin, même si après j'en ai retrouvé aussi la trace, mais bon, peu importe, celui-là c'était vraiment... D'ailleurs il l'a écrit, il disait qu'il y tenait plus qu'un Stradivarius, et que voilà. Donc ce violoncelle, il fallait que j'entende sa sonorité. C'était un mystère à percer, de savoir comment il sonnait et puis comment cette sonorité avait été un symbole d'espoir et puis il avait tenu le moral du gars pendant tout ce temps, quoi. Donc je suis allée au musée pour essayer l'instrument qui était dans la réserve sur un rayonnage en hauteur et que le conservateur m'a mis en main. C'était un moment très très émouvant pour moi. Ça n'avait pas été joué depuis combien de temps? Il n'avait pas été joué du tout et pour cause, en fait, il n'était pas jouable. Il était très abîmé. Enfin, il est visuellement dans un parfait état de conservation parce que tout le monde en a pris grand soin. Mais ces planches de pin qui avaient passé des semaines ou des mois dans la boue, elles n'étaient pas faites pour sécher, il y a des fractures ouvertes qu'on voit. On voit tout de suite que si on retend des cordes dessus, il y a un risque d'implosion. Enfin, c'était impossible. Et le réparer, c'est impossible aussi, puisque il aura plus sa valeur historique. Enfin, il faut le laisser tel qu'il est. Donc, ça a été à la fois un moment extrêmement émouvant et effervescent pour moi, et puis ça a été aussi une grande déception parce que je restais avec ce mystère sur le cœur là de pas savoir comment sonne l'instrument.
Et Jean-Louis Prochasson, dont je jouais depuis 1995 un violoncelle, enfin c'est mon violoncelle, celui de Prochasson, celui avec lequel j'ai grandi, je dirais. Jean-Louis était à un de mes concerts 2 jours plus tard, et je lui raconte ça, parce que c'était voilà, par dépit, et que je savais très bien que lui pouvait comprendre ça. Et je lui dis, mais il est tellement abîmé que le réparer, ça reviendrait quasiment à en fabriquer un autre, en fait. Et là, il me regarde et il me dit, mais Emmanuel, si tu veux, je te le fais, il n'y a pas de problème. Et voilà, et l'aventure est partie comme ça, du fait de la spontanéité de Jean-Louis et de son engagement à mes côtés dans ce projet qui était censé être juste une date à la Cité de la Musique. Mais ensuite, j'ai eu l'instrument en main, et puis le projet a vécu, et puis peu après, les commémorations sont arrivées, donc je n'avais pas du tout anticipé ça, c'était 3 ans avant, mais comme le projet existait, et puis qu'on en avait un petit peu parlé, finalement, il y a eu aussi une convergence et des demandes par rapport à ça. Et finalement, j'ai vécu pendant des années à tourner avec ce programme-là, avec les textes magnifiques de Maréchal, et avec ce facsimilé du Poilu, qui est mon Poilu, hein, puisque j'ai pu l'acquérir et le garder, et dont la sonorité coche absolument toutes les descriptions qu'on peut en trouver dans les écrits. Puis on a fait un film pour France 2 aussi, pendant la conception du projet, la fabrication de l'instrument. Christian Leblé s'est passionné pour le sujet, et nous a suivis pendant toute cette genèse. Voilà. Et donc ça a été un moyen de reparler de Maréchal, parce qu'ensuite, avec les commémorations, il y a eu beaucoup de choses autour de lui. Lorsque Radio France a sorti ça c'était avant les commémorations, hein, c'était même avant que je travaille sur le sujet. Radio France avait sorti un premier ouvrage intitulé Paroles de Poilu, et le portrait qui était en couverture, c'était le portrait de Maréchal. Mais personne ne savait ça. La première lettre, qui n'était pas une lettre d'ailleurs, qui était un extrait de son journal, de son carnet de guerre, était un texte de Maréchal avec sa plume magnifique. Voilà, c'est quelqu'un qui écrivait magnifiquement, qui dessinait magnifiquement, et puis qui jouait comme personne. Donc ça a été une belle expérience, et un moyen de remettre la lumière sur le jeune Maréchal, parce que justement, quand je vois de ses anciens élèves, il y a encore quelques personnes comme ça, même si maintenant tout le monde a pris de l'âge, évidemment, et bien, j'ai envie de leur dire, oui, mais moi, Maréchal, je l'ai connu tout petit, je l'ai connu pas, c'est le jeune Maréchal que je connais bien, c'est pas celui du conservatoire qui a passé ces dernières années après une carrière absolument incroyable. Enfin, à l'époque, il partait 6 mois en Asie, 6 mois en Amérique, il fallait prendre le bateau, enfin, c'était un autre temps. Et puis il y a quelques années, tout ce qui restait d'archives sur Maréchal, la correspondance, les photos, les partitions ont été rachetées par Rostropovitch à la mort de Maréchal. Rostropovitch, qui avait une immense admiration pour Maréchal, a convaincu Jacques Maréchal, le fils de Maurice, de lui vendre le fonds de partition de Maurice Maréchal. Donc ça, je pense qu'on ne reverra pas, parce que c'est au musée Rostropovitch à Moscou, avec l'autographe de la sonate de Ravel, l'épiphanie de Caplet, enfin toutes les œuvres qu'il a pu. Sa partition de la sonate de Debussy, dédicacée par Debussy, ça c'est aussi une histoire extraordinaire pendant la guerre. Il est allé avec Caplet en janvier 17 jouer la sonate à Debussy, qui a reconnu en Maréchal l'interprète de sa sonate, alors qu'il avait été plutôt déçu, puis on sait qu'il n'avait pas très bon caractère, hein, mais déçu par la première qui avait été donnée quelque temps auparavant. Enfin voilà, c'est tout un pan de l'histoire auquel on touche du fait de la période à laquelle il a vécu, et puis de l'incidence des rencontres et de son jeu sur notre répertoire et l'évolution de ce qui est aujourd'hui notre instrument. Et parmi tes nombreux projets, donc avec Pascal, tout ce projet autour de Maurice Maréchal, et tu as aussi été tu es toujours d'ailleurs très impliqué dans le Festival de violoncelle de Beauvais. Oui, alors ça c'est une autre très belle expérience, je dirais aventure
musicale, mais aventure humaine aussi, parce que c'est vraiment ce format de festival qui est très ancré. Enfin, ça a été, ça a été une préoccupation pour moi d'avoir un attachement particulier à ce qu'il redevienne ou à ce qu'il soit tout simplement ancré dans son territoire avec les musiciens qui font la vie musicale de Beauvais, de ses environs. Et puis parce que c'est le tissu associatif et c'est un festival qui vit grâce et par l'engagement de ses bénévoles. Et ça, c'est vraiment le cas de la grande majorité de nos festivals en France. On sait que c'est une spécificité très française d'avoir ce tissu comme ça, de toutes ces ramifications de festivals. Et je trouve magnifique la page de l'histoire du violoncelle qui s'écrit là depuis 30 ans maintenant. Moi, je suis arrivée il y a une dizaine d'années. Ça fait 30 ans? Ça fait 30 ans que le festival existe. Oui, c'était à l'origine les rencontres de violoncelle de Beauvais qui ont été créées par Jacques Bernat. Ensuite, il y a eu mon prédécesseur, Peter Wispelwey, qui est resté durant 3 ans et qui m'a demandé de prendre sa suite. Il m'a invité durant la dernière édition qu'il avait programmée et il m'a fait cette proposition et ma foi, c'est quelque chose qui me questionnait déjà depuis un certain temps parce que ça fait vraiment partie de la mosaïque, le fait de participer à la programmation. Quand on évoque la réflexion sur le rapport au public, la mission du musicien, c'est une évidence qu'il faut prolonger la chose jusqu'à mettre les mains un petit peu dans le moteur pour justement pouvoir donner vie à des projets, donner de la lumière sur des artistes ou des œuvres dont on a la conviction qu'il faut absolument les faire partager au public. Et donc c'est à ça que je travaille depuis une dizaine d'années, entourée d'une équipe magnifique de gens qui sont la générosité incarnée, parce que sans eux, ça n'existerait pas. Et là, voilà, on se rend compte qu'on vit des moments qui sont vraiment des pages de l'histoire. On parlait d'Henri Dutilleux tout à l'heure, ça a été une des premières choses que j'ai faites en arrivant il y a une dizaine d'années. Ça avait été de lui demander s'il voulait bien être président d'honneur du festival. Le président d'honneur précédent, c'était Rostropovitch. Et Dutilleux est venu, c'était sa dernière sortie en dehors de Paris, le fait de venir au festival de Beauvais. C'est des moments que personne n'oubliera là-bas, où on a pu écouter sa musique en sa présence, l'entendre témoigner. Puis il y a une tradition de création, il y a une vraie fonction de promotion du répertoire dans toutes les époques, y compris celle qu'on vit dans le présent. Et puis pour moi, c'est aussi le moyen de mettre en œuvre autant que possible ce que j'évoquais tout à l'heure, de donner l'accès pas au plus grand nombre dans une question de nombre, mais dans une question de profil, qui est pas d'essayer de trouver le plus possible le moyen que chacun se sente bienvenu, se sente convié, parce que parfois c'est impressionnant de pousser la porte d'une salle de concert, et pourtant c'est tellement simple et c'est tellement accessible, on n'a pas besoin de connaissances, on a juste besoin d'écouter. Et donc de trouver des points d'entrée comme ça, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de registre, d'ouvrir au spectacle vivant, d'avoir beaucoup d'actions pédagogiques, de mettre aussi les plus jeunes sur la scène, de leur faire partager la scène avec les plus grands aussi, d'avoir ces ateliers de sensibilisation dans les quartiers, de travailler avec la communauté de l'Arche aussi, où je vais chaque année pour jouer pour les résidents, mais pour leur faire jouer aussi du violoncelle. Enfin, c'est vraiment un tissu avec énormément de ramifications, et je crois que ça symbolise bien notre société, la vie, et je me dis que c'est une petite part qu'il faut prendre, parce que chacun peut s'investir à un niveau qui lui est propre et essayer
de participer à ce que les choses ressemblent un petit peu plus à ce qu'on rêve. Voilà. Donc c'est toujours une période très intense, c'est aussi un travail tout au long de l'année, parce qu'on a une dizaine de jours de festival, mais voilà, c'est comme le jus d'orange, on passe beaucoup plus de temps à presser qu'à boire. Donc toute l'année, on travaille à la programmation de l'année suivante et puis à essayer de tisser des fils avec la vie culturelle dans sa globalité, avec tous les partenaires, avec la Maladrerie Saint-Lazare qui est un écrin absolument rêvé pour accueillir les concerts, les actions pédagogiques, les moments de partage qui sont en dehors des concerts. Et puis cette équipe, voilà, où depuis une dizaine d'années, je partage des choses très fortes avec les gens qui sont là, et qui sont là depuis bien plus longtemps que moi, souvent, et dont j'apprends aussi, de ce fait, beaucoup. Donc ça te garde bien occupé, tout ça, plein de projets. On peut dire ça. Tu trouves quand même le temps d'enseigner. Oui, parce que l'enseignement, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment indissociable, et c'est vrai que ça prend plus de temps maintenant dans l'équilibre de mes activités. Alors l'année dernière, je suis retournée au Conservatoire supérieur à Lyon. Ça, c'était pas la première fois d'ailleurs, parce que Anne Gastinel m'avait confié sa classe il y a quelques années, il y a 6 ou 7 ans. Elle avait pris une année sabbatique, elle m'avait proposé de prendre soin de sa classe pendant son congé, ce que j'avais fait bien volontiers, même si c'était assez acrobatique, parce que pour le coup, je n'avais pas anticipé, donc je me souviens que c'était une année où j'avais beaucoup couru. Et puis l'année dernière, je me suis retrouvée à vivre entre ces deux maisons qui sont le Conservatoire supérieur à Paris, où j'ai ma classe de musique de chambre. Donc après avoir été l'assistante de Philippe Bernal, j'ai été nommée professeure de musique de chambre, donc j'y suis depuis peut-être une dizaine d'années aussi, je ne sais plus, mais depuis un certain temps. Et puis la classe de violoncelle, qui était celle d'Yvan Chiffolo, auquel j'ai succédé. Yvan Chiffolo, qui était professeur en même temps que Jean Deplace, quand j'étais pour ma part élève au conservatoire, et revenir. Voilà, c'est vrai que j'ai vécu des choses tellement importantes pour moi dans mon parcours, durant ces 4 années au conservatoire, que d'y revenir de l'autre côté pour enseigner, c'était quelque chose de formidable. Il se trouve que c'était aussi formidablement compliqué de faire face à ces déplacements supplémentaires, le fait d'être entre les deux maisons, Paris et Lyon, et puis mes activités de concert, évidemment, qui restent quand même quelque chose d'absolument indispensable pour moi, parce que c'est ce qui donne la sève, le souffle à tout le reste. Alors, après beaucoup d'hésitation, je suis quand même venue me présenter à Paris, où de ce fait j'ai succédé en septembre dernier à Michel Strauss, et j'ai rejoint l'équipe des professeurs. Et donc j'ai rassemblé mes billes à Paris entre la musique de chambre et le violoncelle, et c'est vraiment un endroit où je vis maintenant, le conservatoire, parce que j'y passe plusieurs jours par semaine. Et c'est tout à fait enthousiasmant. Bon, je suis encore en début de construction de cette classe, dont j'ai en grande partie hérité, mais je sens que durant je dirais peut-être les 20 prochaines années, pas tout à fait, je ne sais pas où on en sera de la réforme de retraite d'ici là, mais voilà, peut-être le temps de participer quand même à quelque chose qui fait partie de l'histoire de cette maison, que je connais bien, que je connais d'autant plus que j'y suis restée longtemps dans les classes d'érudition, après les classes de perfectionnement de violoncelle et de musique de chambre. Et puis c'est aussi tout un symbole, parce que ce conservatoire qui a été fondé en 1795, j'ai été vraiment très étonnée de comprendre, et c'est Philippe Muller qui m'en a fait part, qui l'a réalisé avant moi, que j'étais la première femme nommée professeure de violoncelle dans l'histoire du conservatoire. Voilà. Alors je ne suis pas spécialement féministe, mais il y a quand même une prise de conscience qui s'impose là. En 2022, voilà, du coup. En 2022. Donc je me dis que symboliquement, il y a quelque chose qui se joue là. Et c'est vraiment une joie pour moi. Chaque jour où je vais au conservatoire, j'y vais
avec une joie. Voilà, je ne sais pas comment dire les choses autrement. Je suis heureuse de retrouver chacun des étudiants. C'était déjà le cas pour la musique de chambre. Et le fait d'avoir ces deux dimensions-là qui sont vraiment absolument complémentaires, justement parce que le fait de focaliser sur l'instrument est quelque chose que je surveille toujours comme un danger potentiel, je pense. Eh bien, le fait de connaître les étudiants aussi dans d'autres postures que leur simple rapport au professeur d'instrument, et d'essayer d'ouvrir toujours le cadre et de monter des projets. Enfin, voilà, c'est ce que je vis sur scène, ce mélange des genres aussi avec le texte, avec le théâtre. On n'a pas parlé de ça, mais c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi dans mon rapport à la scène, avec les compositeurs, avec la création. Enfin, tout ce que je vis en tant qu'interprète, j'ai envie de le partager. Et puis d'être en face d'un destin pour chacun des étudiants. Pour moi, ce qui est le plus passionnant dans tout ça, c'est d'accompagner chacun dans son propre parcours. C'est pas un modèle préétabli, c'est pas de se dire, voilà, si on veut viser telle fonction, on veut rentrer dans un orchestre, on veut faire de la musique de chambre, on veut devenir soliste. Non, c'est vraiment essayer de comprendre et d'aider un jeune musicien à préciser ce qui pourrait être son parcours et à l'accompagner sur la voie de l'autonomie. Et donc c'est des individus, des personnalités passionnantes, chacun d'entre eux. Il y a un parcours qui se joue là. C'est des années tellement importantes, je le sais, je l'ai vécu. Je pense que c'est un vrai privilège d'être le témoin et l'accompagnateur de ces années-là dans le parcours d'un jeune musicien. Waouh, bah écoute, merci beaucoup Emmanuel d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui dans cet entretien. C'était vraiment très émouvant, très impressionnant, très enrichissant de t'entendre. Donc un grand, grand merci d'avoir partagé tout ça. Ben, un grand merci à toi Jeanne, et puis bravo pour cette chaîne, pour ces entretiens passionnants que j'ai pu y écouter. J'étais très touchée de ton invitation. Bah c'est vraiment moi qui te remercie, c'était un honneur. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires parce que Emmanuel ou moi serons vraiment ravis de vous répondre. Du coup, je vous dis à tous, à très bientôt. Au revoir.